Et bonjour mes petits crados, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, j'ai reçu ma première question par mail. Je pensais pas que ça irait si vite. Donc je vais la lire parce que en fait il y a deux questions dans le mail que j'ai reçu. Le mail nous vient de Mel, ça s'invente pas. Voilà, donc en tout cas merci Mel de me suivre et surtout de t'être abonné à ma chaîne, d'avoir mis probablement un like, j'espère. C'est cool. Donc, je vais lire ta question et j'avais envie d'y répondre en live, hein, enfin en vidéo, comme ça, bah, c'est sympa. Alors, les questions, et je m'y attendais, hein, j'ai triché, j'ai lu avant vous, évidemment. Les questions, il y en a deux, c'est très simple. La première nous demande comment peux-tu parler de paramédical ou de médical et de naturopathie sans entrer en conflit. Intéressant. Comment peux-tu donner du crédit à une pseudoscience alors que tu sembles formé aux sciences médicales ou paramédicales? Ah, cette question, je l'attendais depuis avant que je ne fasse ma chaîne, en fait. Alors, comment peut-on accorder du crédit à une pseudoscience? Alors, je vais commencer par dire que la naturopathie n'est pas une pseudoscience. La naturopathie est une médecine alternative, telle que l'a définie l'Organisation mondiale de la santé. C'est une médecine alternative, pas une pseudoscience. C'est très important dans la façon de l'exprimer parce que pseudoscience, c'est un peu insultant quand même. Alors que médecine alternative, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. On est dans un domaine de la santé quelque part, même si je sais que le naturopathe ne peut pas employer ce vocabulaire, mais de manière alternative, un peu comme la médecine chinoise. On ne va pas qualifier cette médecine chinoise d'autre chose que de médecine chinoise. Voilà. Pour la naturopathie, c'est un peu pareil, on est sur le même plan avec la médecine chinoise, on est au même stade, on est dans quelque chose d'alternatif. Bon, ça c'est la première chose que je devais dire. La seconde chose, c'est que, effectivement, je vous parle de vulgarisation médicale et puis je vous ai même pas dit ce que je faisais, enfin, d'où ça me vient tout ça, quelles étaient mes qualifications. Enfin, je vous ai pas fait mon CV en fait, hein. C'était volontaire, je l'avoue. Alors non, je vais en décevoir quelques-uns. Je suis pas médecin du tout à la base. C'est pas du tout, du tout, du tout mon truc. J'aurais bien aimé, euh, mais j'ai pas la patience. Sincèrement, quand je vois ce qu'il faut, ce qu'on est obligé de faire et d'abandonner pour pouvoir faire médecine, j'ai pas du tout la patience et je pense que je n'aurai pas la patience avec les gens qui me serviraient de professeur. Donc, à la place d'aller vers la médecine, je me suis dirigé vers un cursus infirmier, tout simplement. Voilà. Et comme j'étais très 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 curieux, très surtout pour ce qui est pathologique, pour ce qui est anatomique, enfin comprendre les mécanismes et les fonctionnements du corps humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une exploration fabuleuse, fabuleuse. C'est pour ça que je partage ça avec vous aujourd'hui, que je vous aide à simplifier pour vous aider à comprendre. C'est pour vous faire entrer dans mon délire avec moi. Vous voyez tous ces bouquins derrière, hein, je vais essayer de me reculer, hop, voilà, il y en a quelques-uns. Alors bon, il y a la brique à côté de mamie, hein, j'ai toujours du mal avec cet écran parce qu'il est inversé. Voilà, on a la brique juste à côté de mamie, mais on a tout ça qui est biochimie, un vieux livre ici de médecine que m'a légué ma mère justement. Et tout ça, c'est tous des bouquins de biochimie, d'anatomie, de pathologie, de machin, de trucs, de bidon. Bref, j'ai jamais arrêté de m'informer et de me former de mon côté un peu plus de manière pointue que ce qu'on nous donnait. Et puis le but étant de vous éviter ce qu'il m'est arrivé, c'est-à-dire tomber sur des médecins qui vont vous enseigner des choses que vous ne comprenez pas. Et quand vous avez l'outrecuidance de poser des questions, le médecin vous regarde un peu de travers, l'air de dire mais c'est simple ce que je te dis. Fais un effort, comprends. On en a eu des comme ça. Bref, je suis infirmier de formation et donc oui, ma première formation de base, c'est le paramédical. Ce qui fait qu'effectivement, quand on arrive vers la naturopathie, qui est une médecine alternative, comment on y arrive là-dedans? Bêtement, par l'expérience. Il est arrivé un moment où, dans ma formation paramédicale et donc scientifique, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de pression au-dessus de la tête et sur les épaules. Et j'avais besoin de solutions. J'avais besoin de solutions pour pouvoir continuer ça de manière correcte et posée quelque part. Et j'ai trouvé quelques solutions, ouais. Mais elles n'étaient pas toutes possibles. Alors la première consistait à aller voir un médecin, lui dire que ça n'allait pas, de se choper des anxiolytiques pour se détendre, pour se calmer, pour enlever la pression.
Mais c'est pas cool quand on fait des stages parce que ça veut dire, quelque part, perdre le contrôle de soi, de son corps, de sa réflexion. Et je suis pas fan de toutes ces cochonneries-là. Donc, c'est une option que j'ai mise très très loin dans le tiroir. La seconde solution consiste à aller voir des psychologues, psychiatres, que sais-je encore. Mais j'avais pas vraiment envie d'aller consulter des gens du métier, du domaine dans lequel j'évoluais. J'avais pas vraiment envie de ça. Je pensais que j'étais un peu plus solide que ça. Puis finalement, il y avait aussi l'option du prêtre. Mais bon, gardez la dégaine, je suis pas vraiment la tête d'un chrétien, d'un catho, hein. Voilà. Donc la dernière option, c'était les choses un peu plus alternatives. Alors pourquoi la naturopathie et pourquoi pas le shiatsu, pourquoi pas le mindfulness, pourquoi pas la méditation, je l'ai dit, pourquoi pas le yoga, pourquoi pas, il y en a tout un tas derrière. Ça c'est purement le hasard, hein. Je suis tombé dans ma région sur une naturopathe qui consultait. J'y suis allé, j'ai fait 2 séances chez elle qui m'ont apporté énormément de choses, je dois l'avouer. Elle m'a donné pas mal de petits trucs, pas mal de solutions à mes problèmes. Et finalement, c'est vrai que j'en suis sorti transformé et les gens autour de moi ont pu le constater aussi. Par conséquent, je me suis dit, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Et quand je commence à penser comme ça veut dire que je vais probablement aller piocher quelques bouquins comme vous voyez là. Alors il y a de tout, hein, phyto, huile essentielle, naturopathie, enfin, en plus des bouquins médicaux sur l'anatomie, sur la pathologie, sur la physiologie, sur la biochimie, il y a de l'herboristerie, enfin il y a tout un tas de bazar. J'ai commencé à creuser, je me suis formé, je me suis inscrit à une formation. Euh, un cursus donc, et j'étais assez surpris de retrouver dans ce cursus que j'avais déjà vu finalement en soins infirmiers, puisque niveau anatomie costaud, hein, c'était assez bien. Heureusement que je l'avais vu, que je l'avais passé, que je l'avais déjà validé celui-là. Euh, Ça m'a permis de le survoler et de ne pas trouver la matière indigeste, je la comprenais déjà. Beaucoup de biochimie aussi. J'étais assez surpris de trouver plus de biochimie, en tout cas moins généralisée, plus pointue que dans mon cursus infirmier. Donc, niveau formation scientifique, finalement, la naturopathie, c'est pas non plus n'importe quoi. On n'est pas dans l'imposition des mains, hein, à réciter 3 prières, et je sais pas quelle autre idée on peut se faire de la naturopathie, hein, aller cueillir des fraises, des mûres, des feuilles de machin, faire des tisanes et des cataplasmes et compagnie. On est vraiment très loin de ça. J'étais surpris. Et donc, comme j'étais surpris, je me suis dit, je vais approfondir aussi. Et donc, j'ai approfondi et je me retrouve avec deux bibliothèques remplies de bouquins et de naturaux et de médecine. Donc, les deux, finalement, n'entrent pas vraiment en compétition. On sera d'accord. Enfin, moi, en tout cas, je suis d'accord avec moi-même. C'est ce qui fait que je peux passer, switcher de l'un à l'autre. Les deux, pour moi, se complètent. Je l'ai déjà expliqué. Pendant que le médecin traite le symptôme, l'urgence, ce qui fait mal, nous, on est derrière, dans les coulisses, en train de traiter le terrain, d'essayer de faire en sorte que les gens se sentent mieux. Parce que quand on se sent mieux, quand on est dans le bien-être, euh, la médecine agit beaucoup plus vite, hein. C'est un peu le même principe que de foutre de la caféine avec du paracétamol. Pourquoi est-ce qu'on fait ce drôle de mélange? Parce que la caféine et le paracétamol, euh, la caféine pousse le paracétamol à agir beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Voyez ça comme ça. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Mel. Mais s'il te plaît, ne va plus lire les définitions de Wikipédia parce que c'est atroce, hein. Pseudosciences. C'est presque insultant, hein. J'aime autant que tu parles vraiment de médecine alternative. Là, c'est beaucoup plus correct, beaucoup plus respectueux envers les gens qui ont étudié et qui ont étudié, crois-moi, des matières qui sont relativement lourdes. J'étais heureux d'avoir mon cursus paramédical derrière avant de commencer ça parce que sinon je me serais paumé, mais intégralement. Voilà. Je vais embrayer parce que justement ces deux questions m'ont inspiré une petite vidéo qui va durer un certain temps, je pense. Je m'en excuse d'avance. J'avais envie de vous parler de comment on fait une recherche, comment est-ce qu'on acquiert un esprit critique
sans forcément devoir épouser la masse ou l'opposition de la masse. Comment est-ce qu'on est neutre? Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans une société manichéenne où il y a le bien, le mal d'un côté, et que entre les deux, il n'y a rien. C'est soit noir, soit blanc, soit lumineux, soit ténébreux. Bah, moi, j'ai envie de dire, il y a dans d'autres cultures, on vous propose une voie du milieu. Moi, j'appelle ça la neutralité. Certains appellent ça du taoïsme. Voilà. En Asie, je ne me pose jamais en tant que pro quelque chose ou anti quelque chose. Je me pose toujours en chercheur. Je suis l'emmerdeur qui va aller poser les questions. La preuve avec la naturopathie et la médecine, quand vous regardez, sont normalement deux disciplines qui, de l'extérieur, sont censées s'opposer, puisque c'est pas tout à fait pareil, mais on revendique quand même le même effet, enfin le même effet, le même but en tout cas que l'un et l'autre sur les personnes. Et pourtant, on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes terrains. Donc, quelque part, la question, hein, comment est-ce qu'on fait pour pas s'opposer, quoi? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas opposer les deux aspects? C'est une question générale aujourd'hui. Je suppose que vous regardez un peu l'actualité, que vous avez vu ces histoires de conflits dramatiques qui se passent pour le moment dans l'Europe de l'Est, aux frontières de la Russie disons-le en Ukraine. Aujourd'hui, vous êtes soit pro-ukrainien, soit et donc anti-russe, soit pro-russe et anti-ukrainien. Et pourquoi vous ne seriez pas simplement quelqu'un qui observe et qui se pose des questions? Pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas de comprendre une situation avant de vous poser, de vous placer en juge et en partisan d'eux ou anti-machin ou... J'ai jamais compris cette logique de se placer directement là où la masse se plaçait. Bon, faut dire, j'ai toujours bien aimé emmerder les gens, donc j'avais tendance à aller dans ce que j'appelle moi la contre-masse, c'est-à-dire la minorité juste par principe, parce que j'ai horreur d'appartenir à une majorité. Ça a toujours été mon principe de base, c'est d'aller à contre-courant pour le principe, pour prouver que même dans le contre-courant, on trouve des choses intéressantes. Et donc aujourd'hui, on va aborder tout ça. Ça n'a rien à voir avec ni la médecine simplifiée, ni la naturopathie, et en même temps, ça a à voir parce que ça parle de l'esprit critique. Et donc aujourd'hui, on va aborder cette question de l'esprit critique. Alors pour l'esprit critique, il y a quelques petits outils, quelques petites astuces à posséder. Et je vais les partager avec vous parce que c'est des choses que j'utilise moi personnellement. Alors j'en ai sélectionné 5, il y en a beaucoup plus, mais je vais parler de ces 5 principales parce que ça va déjà faire une très longue vidéo, croyez-moi. J'espère que vous avez vos petits gâteaux, votre thé, votre café, votre eau, votre jus, parce que ça va durer un moment. Alors la première chose dont j'aimerais parler, c'est vous. Vous. Vous en tant qu'individu, vous pas en tant que groupe. Donc, si vous voulez bien, je vais employer le tu, puisque je sais que le tutu, mais le tutu, c'est moche, c'est con comme jeu de mots, mais bon. Je vais employer le tu. J'ai envie de te parler de toi, là qui me regarde, individuellement. Je sais qu'on parle beaucoup de la société d'individu et d'individualisme, pardon. Euh, mais là, pour une fois, on va le faire. J'aime pas trop, mais on va le faire. Alors, toi, là, qui me regarde, t'es loin d'être stupide. Ça, c'est la première chose que tu dois te mettre en tête quand tu fais une recherche, quand tu es sur un sujet pointu, délicat, où tu dois prendre parti, où on te demande de prendre parti, de donner ton opinion. La première chose à considérer, c'est que tu es un être doué d'intelligence, doué de la capacité d'apprendre des choses, doué d'indépendance, c'est très important l'indépendance d'esprit, l'indépendance physique, mais surtout, tu es intelligent. Vous l'êtes tous et toutes. Hein. C'est pour ça que je dis le vous, parce que je parle au pluriel. L'intelligence, c'est ce qui caractérise chaque être humain. Alors, tout le monde, absolument tout le monde est capable d'apprendre absolument tout. Mais absolument tout. Il n'y a aucune limite.
Je ne sais pas quel est l'imbécile qui un jour a décidé que le quotient intellectuel allait définir une personne et donc celui-là qui en a moins va être maçon, ouvrier, ramasseur de crottes sur la rue et celui-là qui a l'air un peu plus va être médecin, chercheur, avocat, juge éventuellement. Euh, c'est pas une question de quotient intellectuel, c'est pas une question de d'intelligence, c'est une question d'affinité et une question d'apprentissage. Donc, vous êtes tous et toutes intelligents et intelligentes. Si on vous donne les moyens d'apprendre quelque chose, vous allez l'apprendre. Vous pourriez demain être avocat, avocate, juge, euh, que sais-je encore, moi, médecin, des grosses formations, enfin, ce genre de choses. Vous pourriez très bien l'être. Alors qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes excusez-moi du peu, mais enfin, que d'un pipi ou que éboueur. Quand je dis que, c'est pas pour minimiser votre métier, votre fonction, parce que toutes les fonctions sont excessivement importantes. Mais si vous avez des rêves de grandeur, des rêves des ambitions, euh, vous avez les moyens de les réaliser. La seule chose qui vous arrête, c'est vous-même et l'image qu'on vous donne de vous. Donc ça, il va falloir le couper absolument, hein, time, et de se dire, qu'est-ce que je veux faire? Ah bah tiens, moi j'ai envie d'être ça. Alors on s'arrête soi-même en se disant, je suis trop vieux pour apprendre, je suis pas assez intelligent, euh, merde, on a une vie, on a une seule vie, donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, allez-y, foncez, essayez, avant de dire non, je ne suis pas assez ceci, parce qu'on vous l'a répété sans arrêt, essayez, essayez. Ici, dans ce pays, et j'ai envie de dire dans l'Europe, on vous donne les outils nécessaires, bon, on vous met des bâtons dans les roues aussi un petit peu, mais c'est normal, c'est politique, mais on vous donne les outils pour pouvoir essayer ces choses. Faites-le, vous êtes intelligent, retenez ça, ça c'est la première chose à retenir quand on est sur une discussion, sur une réflexion. Je vais beaucoup parler avec les mains aujourd'hui, je m'en rends compte, parce que j'essaye de vous transmettre cette énergie qui est en train de monter en moi. Euh, vous êtes intelligent et intelligente. Donc, surtout, je vous en supplie, ne rejoignez pas la masse juste pour être dans la masse. Alors, gardez l'esprit critique. C'est un peu la thématique du bazar. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'esprit critique? La première chose, c'est de sortir de la masse. Hmm. Euh, Qu'est-ce que c'est que la masse? Bon, la masse, on va revenir au début. La masse, c'est appartenir à un groupe. Hmm. L'appartenance à un groupe, dans la pyramide de Maslow, c'est le troisième étage. Donc vous avez d'abord les besoins physiologiques, qui sont les besoins primaires, manger, boire, dormir, machin, 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 tout ça, tout ce qui est vital. Vous avez ensuite le besoin de sécurité dans cette pyramide, c'est-à-dire avoir un toit sur la tête, ce qui va justifier pourquoi vous allez peut-être faire un métier qui ne vous plaît pas. Avoir un toit sur la tête, pouvoir payer les factures en fin de mois, pouvoir payer la bouffe, hein, aussi. Donc les deux sont en train de communiquer. Là, on a la base de la pyramide de Maslow qui communique avec le second étage, et le second, enfin l'un et l'autre sont interdépendants. Et puis en troisième partie, en troisième étage, nous avons ce besoin d'appartenance. Alors ce besoin d'appartenance, c'est un groupe, c'est un besoin social, c'est un besoin essentiel pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va épouser des codes vestimentaires, on va épouser des codes verbaux. On va se mettre à parler comme les gens, comme ceux qui nous plaisent. On va se mettre à agir comme eux. On va faire tout pour ressembler à ce groupe qui nous plaît, de manière à se faire accepter par ce groupe et se faire reconnaître comme l'un des leurs. Et une fois que c'est fait, malheureusement, on perd cette indépendance et on agit un peu comme une ruche. Et plus le groupe est grand, massif, et plus terrible c'est finalement parce qu'on est embrigadé sans s'en rendre compte dans un système de pensée où on ne réfléchit plus vraiment par soi-même et où on fait confiance à ce qu'on voit, à ce qu'on lit. Ça m'amène au point suivant de l'esprit critique qui est: échappez-vous de la presse mainstream.
La presse mainstream, c'est ce que vous voyez à la télévision, c'est ce que vous lisez dans les journaux, ce que vous achetez, c'est la presse officielle. Alors quand je dis échappez-vous de ça, ça ne veut pas dire boycotter, hein, parce que la presse mainstream amène énormément d'informations n'est pas non plus toujours dans le mensonge, mais la presse mainstream est passée d'un objectif qui était celui d'informer à celui aujourd'hui, enfin plusieurs casquettes, hein, divertir. Il y a l'information, mais il y a divertir, il y a faire du blé aussi, hein, du pognon, il n'y a rien à faire. Faire de l'audimat, c'est un peu leur but aussi. Parfois, volontairement ou non, je ne sais pas, je ne peux pas juger, elle pousse les gens, l'opinion des gens vers quelque chose d'autre. Elle dirige un peu cette opinion. Donc ça, c'est la presse mainstream aujourd'hui. Alors, ne la rejetez pas, gardez-la, mais, et c'est là que ça devient important, vous avez deux autres types de presse derrière, voire même plusieurs, mais j'en ai sélectionné deux. Vous avez ce que moi j'appelle la presse indépendante. La presse indépendante, bah, c'est des petites gens comme vous et moi, qui passent leur temps à regrouper et recouper des informations qui arrivent, hein, ils sont légèrement organisés entre eux, ils arrivent, ils vous déposent l'info sous le pif et ils vous disent, voilà, il y a les chiffres, il y a ce qui se passe, il y a machin, il y a brol, il y a bazar, fais-toi ton idée, c'est à toi de voir. Ça, j'aime bien, parce que vous allez devoir réfléchir. Vous allez avoir toute une série de données à rassembler, à corroborer, et vous allez devoir penser les choses. Vous allez devoir faire l'effort de réfléchir. Et réfléchir par vous-même, hein, pas aller demander à machin, tiens, qu'est-ce que t'en penses, à truc. C'est vraiment sortir de l'effet de masse. La troisième presse, bah, c'est un peu la némésis de la presse mainstream. J'appellerais ça l'anti ou l'anté-mainstream. Pensez à Christ et Antéchrist en fait, dans le sens où cette presse essaye aussi un peu d'influencer votre jugement, mais dans le sens opposé de la mainstream. C'est une question d'équilibre quelque part, hein. Si vous avez une influence d'un côté qui essaye de vous tirer d'un côté, vous avez forcément un autre groupe qui essaie de vous tirer de l'autre côté. En gros, ici, ce qui va former, ce qui va vous aider et à avoir un esprit critique, c'est de vous dire, je refuse d'aller du côté de l'anti-mainstream, je refuse d'aller du côté du mainstream, hein, donc ni la némésis ni l'original, je refuse de m'arrêter sur la presse indépendante, par contre, je vais prendre toutes les infos qui sont là, je vais en faire un espèce de gros potage, je mélange, je chauffe, je laisse bouillir, je laisse cuire, je laisse mijoter. Et au bout d'un moment de ce mélange, ces pensées qui s'associent, bah, il y a un potage qui va naître, il y a un bouillon, il y a une soupe que vous allez pouvoir servir dans un bol et que vous allez pouvoir savourer. Parce que ce bol que vous allez remplir, c'est le bol de vos idées, c'est le bol de votre esprit critique. Vous avez analysé toutes les informations qu'on vous a fait dérouler, hein, à gauche, à droite, autant chez les complotistes que chez les anticomplotistes, que chez les mecs qui vous donnent juste des chiffres et des infos, mais vous avez formé une idée. Cette idée vous appartient. C'est pas répéter ce que maman a dit il y a 3 jours, c'est pas répéter les actes et les pensées de papa, c'est pas comme le groupe l'a dit, c'est votre idée, c'est votre opinion, c'est le fruit de vos réflexions, de votre travail. Et bah, une fois que vous devrez défendre ça, bah, vous serez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus armé, beaucoup plus... comment est-ce que je pourrais définir ça? Beaucoup plus dynamique, parce que quelque part, vous aurez tourné la chose dans tous les sens, vous connaîtrez votre sujet correctement, et vous allez vous battre avec plus de sincérité, et quelque part, bah, vous ne faites pas que répéter ce que vous avez entendu mollement. Et donc, vous allez commencer à acquérir une certaine réputation, vous allez commencer à acquérir un certain charisme, et surtout, vous allez vous attirer pas mal d'emmerdes, parce que quand vous faites ça, généralement, vous avez les mainstream qui sont pas contents, les anti-mainstream qui sont encore moins contents, les seuls qui sont contents, c'est les mecs du milieu, là, les indés, qui vous déposent l'info et qui se barrent, et généralement, vous allez finir probablement par faire comme eux, par aller chercher les infos, les déposer, en espérant que les gens aient suffisamment de réflexion que pour traiter tout ça. Voilà. Ça fait partie de l'esprit critique. C'est vraiment excessivement important.
Ça m'amène au point numéro 3, puisque là on était sur le numéro 2 en disant garder l'esprit critique. Le point numéro 3, c'est la masse n'a pas toujours raison. Et là j'ai pris quelques exemples que j'ai écrits parce que c'est quand même un gros point. La masse n'a pas toujours raison. Voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est que la masse? La masse, c'est une famille. On va la prendre comme une famille. Alors, dans le monde actuellement, je vous ai dit, on est dans le manichéisme, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, les bons contre les méchants, etc., etc., etc. Et on reste dans cette logique qui est absolument catastrophique. On va refaire des choses qui ont déjà été faites. On s'arrête 30 secondes, on respire, et on va parler de l'histoire. Je fais un tout petit peu d'histoire, mais à l'appel à neige, hein, comme d'habitude. Euh, donc on a deux familles. On a la famille, la grosse famille, la masse, hein, c'est la grosse famille, c'est la famille la plus nombreuse, c'est celle qui domine. Et on a la famille des dominés. Je ne vais pas l'appeler la mauvaise famille, je vais l'appeler la famille malheureuse. Parce qu'elle n'a pas toujours été mauvaise, cette famille-là. Donc c'est la famille malheureuse, ok? Alors, si on remonte 80 ans en arrière, à partir d'aujourd'hui, euh, la famille malheureuse n'était pas la même qu'aujourd'hui, évidemment. Cette famille malheureuse, c'était les Juifs, les Hébreux, pendant ce massacre qu'on a appelé la Seconde Guerre mondiale. C'était la famille malheureuse parce qu'elle a essuyé les délires et la folie d'un individu qui a réussi à, d'une petite idée, créer autour de lui une famille très nombreuse, très 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 nombreuse. Ça a débouché sur 60 millions de morts, cette couillonnerie-là. Hein, et alors dans une forme de cruauté qui est absolument inhumaine, inhumaine, quelque chose qui n'est pas à cautionner. C'était la famille malheureuse. Et pourtant la masse, hein, je vous rappelle, la masse, c'est la famille qui domine, avait décidé que, je vous rappelle que le titre de ce point, c'est La masse n'a pas toujours raison. Donc quand vous êtes dans la masse et que vous exprimez une idée en disant oui, mais tout le monde pense comme ça, souvenez-vous de ce que je suis en train de vous raconter là. La masse d'il y a 80 balais, c'était une masse qui décidait d'exterminer des gens, des innocents au demeurant. Voilà. Ça, c'est il y a 80 balais d'ici. Quelques années plus tard, après cette tragédie immonde, euh, la famille malheureuse, ça a été la population allemande. Je ne vous parle pas des gens qui étaient en guerre, je vous parle de la population en tant que telle, parce qu'elle portait l'étiquette quelque part allemande, et elle a finalement euh, essuyé les décisions d'un dirigeant et d'un groupe, d'un noyau, et des gens autour qui supportaient ce noyau. Mais tous les Allemands n'étaient pas forcément favorables à tout ça. Pourtant, si vous aviez l'accent allemand et que vous essayiez à cette époque-là de vous balader en Europe, croyez-moi, c'était pas les vacances, hein. C'était pas du tout les vacances. Bon, tout ça pour dire que ils n'étaient pas forcément méchants ces gens-là. Ils avaient juste le tort d'être allemands, comme les premiers avaient le tort d'être juifs. Ok. Euh, Quelques années plus tard, hein, il y a quelques années d'ici quelque part finalement, et encore un peu aujourd'hui, la famille malheureuse, j'ai envie de vous dire que c'était les musulmans, qui le sont encore un peu aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais euh, à cause d'une poignée d'imbéciles qui se revendiquent comme musulmans et qui créent des actes de terrorisme, qui essayent d'imposer la terreur. La famille malheureuse et la famille musulmane, parce qu'à l'extérieur, il y a un petit groupuscule euh, qui a décidé d'interpréter des écrits à sa façon et d'imposer les choses à sa façon. Alors, je sais qu'il y a beaucoup moins de recul. Vous étiez d'accord tout à l'heure pour dire que la famille juive a subi de manière honteuse euh, une haine qui n'était pas justifiée. On était d'accord, hein? Enfin, je veux dire, il faut être timbré aujourd'hui, je suis désolé de le dire comme ça, il faut être timbré aujourd'hui pour se dire que l'autre, là, il avait raison. Non, non, il n'avait pas raison du tout. Il a fait un massacre, 60 millions de morts, enfin, bordel, réfléchissez un peu. C'est pourtant, c'était la masse. Donc, la masse, aujourd'hui, enfin, il y a quelques années d'ici, euh, à cause de ces espèces de couillons de terroristes, s'est dit, ah bah ça y est, tous les musulmans sont pareils, une fois que je vois quelqu'un de voilé ou quelqu'un de ceci ou quelqu'un de cela, je me méfie. Forcément, il va se passer une merde. Il va y avoir quelque chose. Non? Bah non. Non, je suis désolé de le dire.
Être musulman ne signifie pas vouloir imposer sa croyance, ni vouloir imposer sa religion. Ça, c'est une façon de faire partie d'un petit groupe que j'appelle la famille malheureuse. Parce que la masse, la grosse famille, ne réfléchit pas, n'a pas l'esprit critique. L'esprit critique aurait été à ce moment-là de dire non, c'est un groupuscule qui emprunte. Je vous rappelle quand même, Micrado, que le christianisme, qui nous est si cher ici en Occident, a créé pas mal de saloperies, hein. Je vous rappelle les bûchers de sorcières, où il y a eu pas mal d'innocentes qui ont été brûlées parce qu'elles avaient quelques connaissances en herboristerie, ou parce qu'elles apportaient du bien d'une façon ou d'une autre, ou parce qu'elles ont été plus tard dénoncées par des envieux, des envieuses, et ce qu'on appelait des collabos, hein, durant une époque. Euh, il y a eu les croisades, où il y a eu des morts, où il y a eu... Enfin, je veux dire, notre religion occidentale n'est pas beaucoup plus innocente que, en tout cas, ces hommes qui ont pratiqué cette religion n'étaient pas beaucoup plus innocents que ceux qui ont pratiqué cette forme d'islam. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez un petit peu, un peu d'esprit critique dans tout ça. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Ou alors on est tous des gros cons aussi, si on est chrétien, et c'est moche, voilà. Je reviens sur mes familles. On va remonter à il y a quelques mois d'ici. Ici, ça va être beaucoup plus fun parce que il y a quelques mois d'ici, la famille malheureuse, bah, c'était les anti-vax, c'était les complotistes, c'était les gens qui étaient opposés à tout ce qui était passe sanitaire. Et vous en faites peut-être partie de ces gens-là qui refusiez. Vous êtes en bonne santé. Attention, je précise les choses. Là, j'évoque les anti-vax pour les personnes qui étaient en bonne santé, qui refusaient pour le principe de refuser, parce que il refusait d'avoir cette imposition, d'être vacciné de force. Voilà. Donc vous faisiez peut-être partie de cette catégorie de personnes qui a refusé le vaccin parce que il y avait des raisons, hein. Dans votre tête, en tout cas, il y avait des raisons. C'est pas le cas pour tout le monde, puisque la masse, de l'autre côté, disait ah non, non, c'est bien le vaccin, on sera protégé, machin, 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 machin. Et cette fois-ci, vous allez mieux me comprendre parce que si vous me regardez, vous avez probablement fait partie de cette minorité de gens qui a dit je ne veux pas du pass sanitaire, je ne veux pas être obligé de me vacciner, je ne veux pas être obligé de porter un masque, je ne veux pas être obligé de... Et vous aviez raison de défendre votre point de vue. C'est pas parce que vous étiez à part de la masse que vous étiez forcément en tort. Vous aviez vos raisons. Comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? La masse n'a pas toujours raison. Quand la masse dit, par exemple, qu'est-ce que je pourrais aller vous chercher d'autre? Parce qu'il y a tellement d'exemples. Euh, Ah bah tenez, on va prendre le conflit, là aujourd'hui, Ukraine-Russie. La masse est en train de dire l'Ukraine euh, est la malheureuse victime de ce qu'il se passe pour le moment, et la Russie est le méchant dictateur. Le problème quand on forme cette phrase, ce vocable, c'est qu'on se dit que la Russie, ce sont tous les Russes. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Vous avez des Russes qui sont absolument opposés à tout ça. Je vois une espèce de russophobie monter de plus en plus sur les réseaux sociaux, genre TikTok, où on voit des jeunes femmes soit en train de danser, soit en train de chanter, se faire incendier et insulter. Je vois autour de moi des gens qui ont un nom à consonance russe se faire interpeller et pas toujours très poliment, alors que ces gens-là sont là depuis passé 30 ans, hein. Enfin, ils ont juste le tort de porter un nom d'origine russe et se font rentrer dans l'art comme ça, alors que eux, ils ont rien décidé. Si on réfléchit un peu, le phénomène de masse, le problème de la masse, c'est que, bon, on va revenir un peu au Moyen-Âge, hein, c'était les faux fourches et les torches, hein. Ça, c'est la masse, les faux fourches et les torches. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, quand on lit Frankenstein. Les mecs, ils arrivent pour essayer de choper le monstre et de choper le docteur et de machin et de trucs. Il n'y a pas un moment donné où ils réfléchissent. Ici, c'est un peu pareil. Arrêtez de vous attaquer aux Russes. Les Russes ne vous ont rien fait. Le problème vient de décideurs, vient de responsables politiques. Ceux-là même qui ont la possibilité d'appuyer sur des gros boutons rouges. On aimerait autant éviter si c'était possible, hein. Salut, machin. Euh, Bref,
En Ukraine, c'est pareil. Qui est-ce qui paye? Bah, c'est la population. La pauvre Ukraine, bah, c'est cette pauvre population. Ce sont eux qui sont en train de déguster. Euh, Au niveau du gouvernement, j'ai pas envie de faire de politique parce que j'ai horreur de ça, c'est pas vraiment mon truc, mais au niveau du gouvernement ukrainien, ils sont pas non plus tout roses, hein. Si vous creusez un petit peu dans l'information, vous allez découvrir des choses comme qu'on appelle la milice Azov, hein, qui n'est pas quelque chose de très positif, euh, qui était encore en activité avant ce conflit. Vous allez découvrir bien des choses qui ne sont pas très gaies. Tout ça pour vous dire que cette masse qui vous oblige à être dans un camp ou dans un autre, d'être pro ou anti, d'être lumineux ou ténébreux, elle a tort. Elle a tort, elle a totalement tort. Rien n'existe de cette façon. Prenez les couleurs, vous n'avez pas du noir et du blanc, vous avez entre les deux un arc-en-ciel. Vous avez 10 000 nuances de gris, hein, oui je sais, ça fait un peu, hein, je ne sais plus combien c'était d'ailleurs dans ce film, ce livre, ce truc, mais vous avez 10 000 nuances de gris, vous avez 10 000 nuances de couleurs, les bleus, il n'y a pas un bleu, il n'y a pas un machin, il y en a des tas et des tas. Enfin, quand vous faites votre décoration, vous le savez mieux que moi. On ne peut pas s'arrêter à ça. Si on ne s'arrête pas à ça pour les couleurs, pourquoi est-ce qu'on le ferait pour les opinions? Il n'y a pas un pour, il n'y a pas un contre, il n'y a pas un bon, il n'y a pas un mauvais. Il y a une complexité, il y a une situation, il y a une complexité, il y a tout ça. Et ça, mes petits crados, c'est l'esprit critique. L'esprit critique auquel j'essaye de vous rattacher, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est essentiel, c'est absolument nécessaire d'avoir cet esprit critique. Ne prenez pas parti pour quelque chose, ou ne luttez pas contre quelque chose, parce que la masse vous le dicte. La masse n'a pas toujours raison. La masse n'a pas toujours raison. Je viens de vous le prouver avec plusieurs exemples qui se sont déroulés dans l'histoire, et dans l'histoire proche encore. J'aurais pu creuser bien plus loin pour vous parler d'autres choses. Donc voilà, ça me semblait important à le dire. Tout ça sans lancer un débat politique, hein. Venez pas commencer à faire des commentaires sur Russie, Ukraine, machin, tout ça. Ce ne sont que des exemples, hein. Mon idée, ma pensée pour le moment sur le sujet, c'est que moi je suis centriste. J'observe la situation, j'essaie de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et actuellement, je n'ai pas suffisamment de réponses à mes questions pour formuler une opinion claire, précise et arrêtée. Donc pour le moment, j'ai pas d'opinion. Pour le moment, je suis dans la recherche. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas au-dessus de mon machin, je suis Ukraine ou je suis Russie ou que sais-je encore. Non, 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 hein. Surtout, n'allez pas croire que j'ai déjà mon opinion sur les choses, que je suis déjà favorable à une chose ou l'autre. C'est pas le cas du tout. On va passer quand même au quatrième principe parce que ça avance, hein, là ça fait déjà un bon moment que je cause. Le quatrième principe, quand on est dans la recherche, dans la recherche de la création d'une opinion, c'est de se souvenir qu'il y a quand même quelques principes, quelques petits principes qui sont inaliénables. Et là, je vais prendre mes lunettes, on va retourner dans le médical et le paramédical, parce que je vais lire. Je vais lire quelque chose parce que je ne le connais pas par cœur, je ne suis pas médecin. Mhm. Donc, je vous disais, il y a des choses, des principes qui sont inaliénables. Alors, je le dis. Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie, par Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai suivant mes forces et mes capacités le serment et l'engagement suivant. C'est ainsi que débute le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui a donné quelque part le code de déontologie de la médecine moderne. Il a évolué, hein. C'est plus comme ça que ça se dit, parce que vous imaginez bien quand vous venez d'acquérir votre diplôme de médecin à l'école de médecine, dans une société monothéiste, commencer à réciter, je jure, blablabla. Non, il a été transformé, il a été modernisé, mais à la base, ça ressemblait à ça. Alors, ça donne le code de déontologie. Le code de déontologie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est par exemple le secret médical. Il apparaissait déjà à cette époque-là. Je lis. Euh, Où est-ce que c'est? C'est là, voilà. Quoi que je vois ou entende dans la société, pendant ou même hors l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué. Je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, c'est le secret médical, c'est l'état de santé, c'est ce qui se passe chez les personnes.
Chez les curés, c'est le secret de la confession, quelque part. Chez les naturopathes, on a aussi ce devoir de secret. Vous venez nous confier des choses. Bon, légalement parlant, on n'a pas les mêmes obligations parce que ben, le métier de naturopathe n'est pas encadré, mais s'il l'était, un infirmier par exemple ou une infirmière ne peut pas divulguer certaines choses. Sinon, ben, il y a le conseil derrière, hein, ils sont là, ils sont taqués, ils vous attendent, hein. Et croyez-moi que vos oreilles vont chauffer. Donc, ce principe n'est pas aliénable, pour rien du tout. Ni parce que machin vient vous dire il va pas bien et qu'il va commettre un crime ou que ceci ou que cela. Il ne peut pas. La seule possibilité de faire sauter ce secret médical, c'est d'avoir une ordonnance de justice pour quelque chose de grave. Un juge va délivrer une ordonnance qui oblige le praticien ou la praticienne à révéler certaines informations, voire toutes les informations, mais seul le juge en prendra connaissance, donc c'est quelqu'un d'assermenté, et éventuellement les deux parties concernées. Mais ça va surtout servir au juge. Sinon, c'est inaliénable. Je continue. Alors, on a aussi le bien-être du patient. Le bien-être du patient, ça dit je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces, mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne, et attention, écoutez bien, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni n'en prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Donc je répète, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. J'ai du mal, décidément. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'il dit là, le serment? Il est en train de nous dire que le médecin ne va pas donner de poison. Et là, Bardaf s'est l'embardé. Parce que ce principe inaliénable a été aliéné. Je suis désolé de le dire. Je vais parler d'une molécule qui, sur le marché belge en tout cas, n'existe plus parce qu'elle a été interdite. Et que vous connaissez probablement dans d'autres pays. Cette molécule porte le doux petit nom de varénicline. Varénicline. Varénicline, c'est ce que vous avez connu en Belgique, si vous êtes fumeur ou étiez fumeur, sous le nom de Champix. Voilà. Il porte plus ou moins le même nom d'un pays à l'autre, mais il n'a pas été interdit partout. Mais chez nous, en Belgique, le conseil enfin, qui s'occupe de valider les médicaments et de la sécurité du machin, du truc, du bazar, a dit ah non, non, ça, non. Depuis, je pense, depuis le mois de mai 2021 ou 2020, ce bazar a été retiré du commerce parce qu'on s'est rendu compte que, oui, effectivement, quand vous fumiez avec ce médicament dans le coco, vous aviez des nausées, des goûts de l'odeur, voilà, on n'était pas bien, hein, voilà. Mais on s'est rendu compte aussi que ça provoquait potentiellement quelques crises de psychose, ouais. Les gens devenaient un peu psychotiques. Ça provoquait des dépressions, de sévère à moyenne, enfin de moyenne à sévère plutôt, et que ça a débouché sur quelques cas de suicide. Hein. Donc je répète, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Quand on délivre, parce que ce médicament est délivré sur ordonnance et coûtait très cher à l'époque, je l'ai testé moi-même, quand on délivre pareil produit sur ordonnance, je ne sais pas vous, hein, sachant qu'il a provoqué le suicide de quelques personnes, moi j'appelle ça du poison, hein, non? Eh oui, oui, c'est du poison. Donc aujourd'hui, quand vous avez ceux que vous surnommez les déglingos de complotistes qui parlent de Big Pharma, qui sont en réalité des gens qui essayent d'alerter en disant que les sociétés pharmacologiques enfin pharmaceutiques plutôt, et que les médecins ne sont pas toujours très regardants sur la pharmacologie. Ces gens essayent juste d'avertir que il y a une prédominance de l'argent là-dedans, parce que plus tu vends d'un bazar et plus hop, on en a un petit peu dans la poche, sont pas forcément des cinglés. Ce bazar-là, il a été commercialisé, il a été remboursé par la Sécu, enfin partiellement, il a tué des gens.
Et on l'a retiré en 2020 ou en 2021. Déjà en 2019, il faisait l'objet d'une surveillance assez sévère. En 2021, je pense, on l'a retiré. Vous avez vu tout le temps qu'il a fallu pour retirer ce poison du marché, délivré par un médecin, alors que dans le serment, le médecin dit qu'il ne délivrera jamais, 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 au grand jamais de poison. Voilà. Ça, c'est l'exemple d'une chose qui n'aurait jamais dû arriver parce que ça fait partie des principes inaliénables. Dans votre recherche, dans vos recherches, quand vous allez élaborer un point de vue, une opinion, une recherche, que sais-je, euh, partez sur la base que vous avez besoin d'une lumière. D'une lumière. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure de la lumière. La lumière, ça va être votre guide, ça va être votre fil conducteur, ça va être votre logique. Vous partez d'une série de principes. Alors, principe 1, ceci, principe 2, cela. Et je me fixe sur ces principes, ça va être mon garde-fou. Je m'arrête à ces principes. Je n'irai pas au-delà de ça, mais je n'irai pas en dessous, en delà de ça. En deçà, pardon, de ça. Donc, garder des principes inaliénables. Penser que former un jugement, former une opinion, c'est quelque chose qui doit rester neutre. C'est l'un des principaux principes, c'est l'un des principaux principes, ouais. Je commence à fatiguer, hein, c'est l'heure. C'est l'un des principales choses importantes. C'est le principe essentiel, on va le dire comme ça. Je vais y arriver à un moment donné. C'est la neutralité. Quand vous faites votre recherche, ne cherchez pas plus d'un côté que de l'autre. Vous cherchez la même quantité d'informations partout et vous prenez toute la quantité d'informations disponibles et vous vous attardez pas sur un truc plus que sur un autre parce que on cherche ce qu'on trouve. Euh, Dans le domaine privé, si vous cherchez si votre petit ami ou votre petite amie vous trompe, vous allez trouver des preuves. Vous allez trouver des preuves. Ça sera un mot, un clin d'œil, un petit cœur envoyé à quelqu'un, sans savoir pourquoi. Ça sera une suspicion. Ensuite, vous allez faire des pousses au crime, ce que moi j'appelle des pousses au crime, c'est-à-dire que vous allez tendre des perches grosses comme des maisons et que finalement, bah, vous allez provoquer vous-même une situation dégueulasse. Donc, on cherche toujours ce qu'on trouve. Et c'est ce que j'essaye de vous dire en vous disant que les principes, il y a des principes qui doivent rester inaliénables. Ici, dans votre recherche, ça va être la neutralité. On va passer sur le dernier point et après je vous fous la paix avec ces histoires. Voilà, il se fait un peu tard. Je suis désolé de vous tenir autant. La vérité n'est jamais acquise et n'existe pas. Ça, c'est le point numéro 5. Dernier point. La vérité n'est pas une chose acquise et n'existe pas. Alors pourquoi n'existe pas? Parce que il n'y a pas une vérité. Il y a des petits morceaux de vérité à gauche et à droite. Personne ne détient toute la vérité. Si quelqu'un avait ce pouvoir, ce don, cette fabuleuse chose qui est la vérité, bah, je pense que ça fait déjà longtemps qu'on en aurait parlé et que bah, ce quelqu'un serait maître du monde aujourd'hui. C'est pas le cas. On a tous des petits bouts de vérité, des petits bouts de... On a tous des choses à apprendre aux autres et les autres ont des choses à nous apprendre. Et c'est en communiquant justement comme ça que finalement on se retrouve à avoir des pistes intéressantes. Toujours dans l'esprit critique, hein, dans la recherche, toujours, toujours. Alors, elle n'est pas acquise cette vérité parce qu'elle bouge, la vérité. La vérité n'est pas toujours la même. Et attention parce que là, il y a vraiment euh, une importance de vocabulaire. Je vous parle de vérité, pas de réalité. De vérité. Hein. Euh, la vérité d'une époque, bah, je vais vous prendre des citations. Je vais vous prendre deux citations que j'aime bien. La première citation, c'est chaque jour, lève-toi comme un étudiant, comme un apprenti. Ouais, c'est ça. Chaque jour, lève-toi comme un apprenti, couche-toi comme un maître. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire grosso modo que tous les jours, vous allez vous lever avec l'idée que vous ne savez rien, ou peu de choses. Et que cette journée-là, vous allez apprendre des choses, forcément. Et en fin de journée, vous couchez comme un maître, c'est avec un peu plus d'ego, en vous disant, tiens, aujourd'hui j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. C'est faire le bilan de vos connaissances. Et vous allez vous rendre compte tous les jours que bah, tous les jours, vous apprenez quelque chose. Donc, c'est pas acquis, vous continuez à apprendre. Vous voyez? Vous continuez à apprendre. La deuxième citation que j'aime bien, euh, et c'est sur celle-là que je veux vraiment insister, c'est le mensonge. On recommence. Le mensonge, donc je reprends. Le mensonge,
c'est la vérité qui est victime d'un mauvais éclairage. Le mensonge est la vérité qui est victime d'un mauvais éclairage. Est-ce que vous pouvez imaginer et dessiner ça dans votre tête? Sérieusement. Le mensonge est la vérité victime d'un mauvais éclairage. Je vous explique. Euh, C'est quoi la vérité? Il y a quelques centaines d'années, la vérité, c'était que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour. Ça, c'était la vérité. Ah si, c'était la vérité. Si vous ne l'admettiez pas, vous étiez cramé sur un bûcher. C'était la vérité. C'était pas la réalité. C'était la vérité. La vérité, c'est, encore une fois, c'est la masse qui va décider de ce qu'est la vérité. Hein, l'histoire est écrite par les vainqueurs, tout ça vous connaissez. C'est la masse qui décide de ça. Et la masse a décidé à cette époque-là que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour. Puis quelques temps plus tard, on s'est retrouvé quand même à avoir des outils d'observation un peu plus intéressants. Euh, et un peu plus autonomes qui sont allés dans l'espace et qui machin et compagnie. Même sans aller dans l'espace, on s'est rendu compte, ah mais non, finalement le Soleil, c'est nous qui tournons autour et alors la Terre est ronde. Si je vous dis la Terre est ronde, vous y croyez? Non, pas non. La Terre, elle n'est pas ronde, mes enfants. Je suis désolé de vous le dire, la Terre n'est pas ronde. La Terre est de forme ellipsoïdale. euh, Comment est-ce que c'est que c'est? Je l'avais lu celui-là. Ellipsoïdale à forme variable. Non, pas à forme variable. Je vais relire parce que je l'ai écrit quelque part celui-là. Et je me suis dit, voilà. La Terre est ellipsoïdale à forme irrégulière. Ellipsoïdale à forme irrégulière. Je vous montre ici hein, ce que c'est. Plutôt par là. Ou par là. Par là où il y a de la place. En dessous de mamie. Je vous le montrerai en dessous de mamie. Donc ellipsoïdale à forme irrégulière. La Terre, elle n'est pas ronde. Hein. Elle n'est pas ovale, elle n'est pas ronde, elle n'est pas plate, elle n'est pas carrée, elle est ellipsoïdale à forme irrégulière. Vous allez voir, la nuance n'est pas bien grosse, hein, elle est telle qu'on l'imagine. Mais ça, c'est la réalité. Pourtant, la vérité, pendant tout un temps, c'est qu'elle a été plate et puis ronde. Ronde à cause de l'eau. Hein, ça donne un effet de sphère, hein, sphérique. Mais si on retire la flotte, non, c'est terminé, c'est plus sphérique, c'est plus rond. Voilà, donc vous aurez appris quelque chose aujourd'hui que j'ai appris il y a peut-être 3 jours, hein, en écrivant, en rédigeant ce bazar-là. Euh, et donc, je sais plus ce que je disais, je suis paumé maintenant. C'est cool. Donc, ellipsoïdale à forme irrégulière. Et donc, oui, la vérité, qu'est-ce que la vérité? Ben voilà, la vérité, elle évolue sans cesse. Ce que vous pensez être aujourd'hui être un mensonge, ben, c'est peut-être une vérité de demain qui est mal éclairée, tout simplement. Quand on vous parle et ça je le dis, mais pour moi aussi, quand on vous parle de la puissance de l'esprit guérisseur, l'esprit guérisseur, je vais y arriver, l'esprit guérisseur, l'esprit qui guérit le corps. Quand on vous parle de ça, bah ça vous fait marrer, ça vous fait sourire, moi aussi, j'avoue. Formation paramédicale, je suis forcé de dire que les bazars énergétiques, et pourtant il y a le magnétisme. Magnétisme, c'est quoi? Je vais vous montrer. Je vais retirer le micro 30 secondes, sinon j'embarque tout le bazar avec. Je vais vous montrer le magnétisme. Allez, une simple petite démonstration. Ça, vous voyez, ce sont deux aimants, deux magnétites. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Vous voyez, ça bouge. D'habitude, je le fais mieux que ça. Voilà. Hop. Si je le rapproche, ça c'est le magnétisme. C'est le magnétisme dont je parle. Je ne vous parle pas du magnétisme imposition des mains. Je vous parle de ça. Est-ce que vous voyez l'énergie qui se déplace et qui fait bouger ce bazar-là? Est-ce que vous la voyez? Non? Pas moi non plus, je la vois pas. Pourtant, elle existe. Elle existe. C'est l'effet magnétique des aimants. Ça s'attire. C'est magique. Hein, non, c'est pas magique, c'est de la science. Pourtant, fut une époque où on aurait pu faire passer ça pour de la magie. Euh, Imaginons que cette énergie, elle existe. Ça sont deux aimants que j'utilise quand j'ai des douleurs au niveau des genoux. Je vous assure que ça marche, que j'utilise et que je passe de manière circulaire autour des genoux et ça me fait du bien. Parce que dans le sang, il y a du fer. Et donc, ça améliore ma circulation. Vous voyez, je vous l'explique, pas en vous disant que je suis en train de faire du magnétisme sur mes genoux. Je suis en train de vous expliquer que l'effet magnétique de ces deux bazars-là joue sur le fer qui réside dans le sang, puisqu'on sait que le sang est composé de fer. Et voilà.
euh, c'est une vérité, c'est une réalité, le magnétisme. Imaginez que demain on vous dise que l'effet de l'esprit, on arrive à l'expliquer, à l'exprimer, pardon, à l'exprimer. On arrive à dire que, ah ben tiens, c'est cette zone-là du cerveau qui applique ceci ou cela. On a l'air con quand même après de s'être foutu de la gueule des gens qui disaient qu'avec l'imposition des mains, il y avait ceci qui se passait, ou qu'avec la puissance de l'esprit, ils ont réussi à guérir leur corps, à faire je ne sais quoi encore. On aurait l'air bête, hein, avouez. Et ben voilà, c'est sur ces paroles que je vais vous laisser. J'espère que je vous aurai donné un peu de matière pour réfléchir à tout ça. Je vous rappelle quand même la première chose essentielle, vraiment du début, la chose sur laquelle j'insiste, et j'insisterai jamais assez, c'est que vous êtes des personnes intelligentes, vous devez rester absolument, absolument indépendantes au niveau de pensée. Ne rejoignez pas un groupe, une masse, un machin, juste pour faire comme tout le monde, ça sert à que dalle. À que dalle. Soyez vous-même, soyez intelligent et intelligenteux, il n'y a pas de raison. Euh, et tout ira bien.